Bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes le lundi 18 avril. Je vous donne les titres de votre journal. Avec cette décision aujourd'hui du Conseil général de l'Hérault, il n'y aura pas d'augmentation des taux d'imposition de la taxe sur le foncier bâti. C'est un petit peu technique, on essaiera d'être clair. Et puis, fin du salon des multicoques à la Grande Motte, ouvert jeudi, des curieux et des acheteurs, beaucoup. Tout le monde est content, même les commerçants, c'est dire. La ville de Montpellier est foot, mais les avis sont partagés sur le résultat de la finale de la Coupe de la Ligue samedi prochain. En tout cas, hier, c'était une défaite à la Mosson. Le département de l'Hérault a bouclé son budget avec le vote ce matin du taux qui sera appliqué sur le foncier non bâti. Cela ne garantit pas, attention, que ça n'augmentera pas puisque les bases sont, elles, déterminées par les services de l'État. Un reportage de Jean Brun. Reporté au mois d'avril en raison des élections cantonales, le débat sur la fiscalité départementale est aujourd'hui réduit à peau de chagrin. Car la dernière loi de finances réformant la fiscalité locale a acté la suppression de la taxe professionnelle. Si on y ajoute que le Conseil général ne touchera plus ni la taxe d'habitation ni la taxe sur le foncier non bâti, la marge de manœuvre est devenue bien étroite. C'est vrai que l'exercice budgétaire était compliqué, très compliqué même, et que nous étions très inquiets de pouvoir maîtriser cette fiscalité et de la maintenir au taux antérieur, c'est-à-dire appliquer une évolution de 0%. Nous y sommes parvenus. Il a fallu beaucoup de détermination, beaucoup d'efforts de toute l'administration, de tous les élus. Des élus qui ont voté l'absence d'augmentation de la taxe sur le foncier bâti à l'unanimité, opposition comprise. Même si à droite, on se refuse à fustiger la réforme voulue par le gouvernement. Nous ne partageons pas le point de vue de la majorité départementale lorsqu'elle considère que la réforme de la fiscalité locale est une mauvaise chose. Nous pensons au contraire qu'il est nécessaire que les lignes bougent, que la clarification soit apportée au débat pour que les citoyens sachent mieux quel est celui qui lève l'impôt. Quasi déshabillé de ses capacités fiscales, le département est entré de plein pied dans la réforme des collectivités, annonçant la création prochaine des conseillers territoriaux. Il n'est pas sûr malgré tout que le département soit le plus malmené dans l'affaire. Et le Conseil général reste revendicatif par rapport à l'État. Dans un courrier signé également par le maire de Montpellier et par le président de l'agglomération de Montpellier, le président du Conseil général, André Vézinet, interpelle la ministre du Logement, Nathalie Kosciusko-Morizet, sur la baisse de l'aide de l'État à la construction de logements sociaux. Les trois élus demandent un rendez-vous d'urgence. Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est également la ministre de l'Environnement. Elle est concernée au premier chef par l'affaire des gaz de schiste et le gouvernement a beau avoir annoncé son recul sur l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste, justement, les députés devraient même voter début mai une loi visant à retirer les permis d'exploitation et d'exploration. La mobilisation, dans tous les cas, ne faiblit pas sur le terrain. Roman Castillon s'est rendu à Rousson dans les Cévennes samedi. Les anti-gaz de schiste ne se démobilisent pas. Samedi à Rousson, dans le Gard, plus d'une centaine de militants ont répondu à l'appel du collectif 07. Le but, c'est justement, nous, collectif, de maintenir les gens informés de ce qui se passe et puis de rester mobilisés à fond, justement, pour le moment venu, qu'on puisse continuer à réagir comme on l'a fait, quoi. Mercredi dernier, devant l'Assemblée nationale, François Fillon a suspendu les forages. Mais à Rousson, on reste dubitatif. Les propositions du gouvernement et les propos de François Fillon ne nous satisfont pas du tout. Puisque François Fillon lui-même dit que les choses ont été mal engagées, mais que sur le fond, il ne faut pas se priver de l'exploitation des gaz de schiste. Et donc la lutte continue et plus que jamais. Au-delà de l'aspect politique, ce festival était sous le signe de la sensibilisation. Tout citoyen doit se sentir impliqué et donc aller poser des questions politiques, les informer, leur donner des documents, organiser des conférences. Voilà. Je crois qu'il faut continuer, oui, il ne faut pas laisser les choses dire bon mais ça y est c'est terminé, la loi est passée. Je crois qu'on a un devoir d'information important. Les militants sont unanimes, ils resteront mobilisés tant que le gouvernement n'aura pas interdit l'exploitation du gaz de schiste.
Et la manifestation a été importante également à Nantes, dans l'Aveyron, hier dimanche. 16 000 visiteurs ont emprunté la passerelle du salon des multicoques à la Grande Motte ce week-end. C'est 4 000 personnes de plus qu'en 2011 à Lorient. Bilan positif donc pour les organisateurs comme pour la ville et ses commerçants. Samedi et dimanche, la fréquentation de la station balnéaire a atteint le niveau d'un mois d'août. Parmi les visiteurs, des curieux mais aussi beaucoup d'acheteurs potentiels. Une clientèle internationale mais familiale. Marlène Mec a rencontré des acheteurs donc potentiels venus de toute l'Europe. Le projet d'acheter un bateau, environ 40 pieds, pour quelques années sabbatiques, très bientôt justement avec nos jeunes enfants. C'est sûr que c'est des gros budgets, maintenant c'est une habitation aussi, au lieu d'habiter dans un appartement ou une maison, ben voilà, on habite sur un bateau, c'est atypique mais c'est sympa. C'est un bateau charmant, fantastique que nous avons choisi. À la fois petit mais spacieux à l'intérieur. Ce sera idéal pour naviguer avec notre grande famille. Nous devrons peut-être même prendre la taille au-dessus. Ça fait un peu rêver, oui. Ça fait rêver, oui. Il faut prendre le plus grand, elle a raison la dame. On reste sur le littoral. Vous savez que la région Languedoc-Roussillon, bien sûr, est une des destinations favorites pour les touristes français, européens, voire du monde entier. Cela génère beaucoup d'emplois saisonniers, mais le logement de ces salariés temporaires pose chaque année beaucoup de problèmes. Jacques Mestre, le président départemental de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, a une solution. La construction d'une résidence de 120 appartements réservés à ces locataires particuliers. L'idée est bonne, mais pas facile à mettre en œuvre. On l'écoute au micro de Ghislain Fondevilla. Aujourd'hui, nous avons un problème de logement. Les gens qui arrivent ne trouvent pas les studios nécessaires et en plus à des coûts très élevés. Donc notre but était de répondre justement à nos professionnels qui arrivent et de leur donner tendre un coup de main. Donc à un moment donné, parlons emploi, parlons sécurité pour que les jeunes soient tranquilles, enfin pas que les jeunes, il y a des gens de 40 ans qui travaillent ou 50 ans, soient la sécurité chez eux, qu'ils aient tout descend. Voilà, ils sont là pour travailler, mais il faut que nous on leur apporte un plus, et ce plus on l'a. Alors maintenant, s'ils ne le veulent pas, les politiques nous disent non, je ne perds pas de temps, et ça s'en va dans notre région. Grimace en foot, grosse désillusion en rugby, mais beaucoup d'espoir en basket. C'est la Minute Sport préparée par Bastien Amalou. Le MHSC était à 2 doigts de la victoire face à l'Olympique de Marseille. Olivier Giroud ouvre le score à la 64e minute suite à un magnifique mouvement avec Marvaux et Belanda. 3 minutes plus tard, Gignac profite d'une longue ouverture de Chéroux et gagne son face-à-face avec Jourdan. À 10 minutes du terme de la rencontre, tout s'anime. Après une splendide parade du portier montpelliérain, Rémi et El Kaoutari s'accrochent. L'arbitre Monsieur Lannoy désigne le point de pénalty et expulse les deux joueurs suite à une altercation. Taïwo donne l'avantage à son équipe. Avec cette défaite, le MHSC se classe à la 8e place du championnat. Au niveau, ça exige autre chose que de courir, mais ça exige aussi de réfléchir. Et je trouve qu'on ne réfléchit pas assez en ce moment. Elles sont en finale. Les joueuses du BLMA se sont qualifiées samedi soir sur le parquet de Arras en Coupe de France. Une rencontre à suspense. Les Héroltaises ont arraché la victoire au bout des prolongations 61 à 54. A souligner la très bonne performance de Fatimatou Sako avec 16 points et 11 rebonds. Le club de Latte Montpellier rencontrera Mondeville en finale. Ce sera le 15 mai à Bercy. Défaite du MHR face à Bayonne 17 à 22 en top 14. Les Montpelliérains débutent parfaitement le match avec un essai à la première minute, mais les Bayonnais ont montré leur courage en inscrivant 3 essais. Les pénalités de Moyano n'ont pas suffi, le MHR chute à la 6e place. La place pour les demi-finales s'éloigne avec cette défaite. Ça s'éloigne, mais c'est pas perdu non plus. Il reste 2 matchs, il faudra les remporter tous les deux. Montpellier est 6e et cette 6e place est bien qualificative pour ces playoffs, pour ces quarts de finale. Et puis on va parler finale maintenant, on va revenir sur la Coupe de la Ligue. Ça se disputera samedi soir au Stade de France, 20h45. Montpellier y affrontera à nouveau Marseille, cette fois match couperé. Qu'en pensent les Montpelliérains? Est-ce qu'ils nous voient favoris ou pas? On vous écoute. Alors pour la finale ce week-end, c'est Montpellier qui va gagner 2-1 contre Marseille. Allez, moi j'encourage Montpellier, je dis 2-1. C'est ça, ça va? Je connais strictement rien en foot, mais 2-1 pour Montpellier aussi, allez. Moi je dis 3-0 pour Montpellier. Je ne suis pas de Montpellier, mais j'habite ici maintenant. Alors pour Montpellier, bien sûr. Olivier Giroud pour Montpellier, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle.
Peut-être 2 fois, et puis pour Marseille, peut-être Gignac, quoi, pourquoi pas, parce qu'il a recommencé à marquer, donc le score d'hier m'est inversé pour samedi prochain, voilà. Mon pronostic c'est 2-0 pour Montpellier. 10 pour Montpellier. Je suis content que Montpellier soit en finale, mais bon, j'espère que quand même l'OM va gagner. Mon pronostic pour la finale, encore 2-1 pour l'OM comme ce week-end, avec comme buteur un doublé de Gignac, vu que Rémi s'est pris un carton rouge et ne pourra pas jouer la finale. Ils ont gagné hier, donc ils sont en confiance. Et je pense que là, pour la finale, ça va pas faire un pli. Je pense qu'ils vont gagner au moins 2-3-0. Doublé de Giroud et un but de Gignac pour Marseille. Le score, je vois bien 2-0 pour Marseille. Voilà. Moi, je suis pour Montpellier, mais je pense quand même que Marseille va gagner 2-1, malheureusement. Voilà, c'est triste. Je le sens comme ça, en fait. Tu vois, l'instinct. Le match n'est pas joué, elle est déjà triste. C'est mieux comme ça, on n'est pas déçus du coup. Allez, en sport, un derby, cela oppose deux villes voisines. Entre Montpellier et Nîmes, c'est très chaud en foot. Mais malheureusement, ce sont des rencontres qui sont devenues plutôt rares. En handball, les deux clubs sont bien dans la même division, mais l'écart sportif est aujourd'hui énorme entre les deux villes. Pour les Nîmois, ce derby, ce sera demain soir au Parnasse. C'est d'abord une grande fête du handball. Le reportage de Marlène Mec. L'USAM n'a plus que quelques heures pour muscler son jeu. Les handballeurs nîmois se préparent à recevoir le MAHB, 12 fois champion de France avec dans le lot 4 internationaux récemment sacrés champions du monde. Et pourtant, en y regardant de plus près, les Gardois sont plutôt détendus. On n'a vraiment aucune pression, c'est le match qui fait plaisir de le jouer, c'est vraiment pour s'éclater. Bon, le principal c'est vraiment de prendre du plaisir sur ce match-là. Que ça soit un peu la fête du handball. Demain soir, c'est donc soirée de gala au Parnasse. Actuellement en forme, le 12e du championnat va jouer décomplexé. Au niveau du point, niveau comptable, ça va être compliqué d'aller chercher des points. Par contre, il faut continuer dans la dynamique où on est et il ne faut vraiment pas s'arrêter. Donc c'est un match qui va être vraiment très intéressant pour voir dans quelle situation on est sur des très grandes équipes. Côté Montpellier, l'échéance a bien plus d'importance. Au coude à coude avec Chambéry, le co-leader du championnat a besoin de tous les points pour espérer conserver son titre. À quelques jours d'un quart de finale de Ligue des Champions en Allemagne, pas question de ménager les cadres. Le meilleur moyen de faire des bêtises, c'est de se préserver et de ne pas jouer. Et au contraire, je dirais, les gens qui seront bons contre Nîmes, ça voudra dire qu'ils seront prêts contre Mannheim. Donc le message à passer, c'est d'abord soyons bons contre Nîmes, et puis après on préparera le match de Coupe d'Europe. Le message de Patrice Canaillé est donc clair. Pour ce Nîmois d'origine, pas question de prendre ce derby à la légère. Reste à voir mardi si la consigne est bien passée. En tout cas, du côté de Bojinovic, vous l'avez vu, il n'y a pas beaucoup de pression. Détendu, le gars. La saison des férias commence avec les fêtes de Pâques-Arles. Le week-end à venir, nous aurons l'occasion d'y revenir, bien sûr. Moi, je vous propose de, ce soir, vous dévoiler le programme de la feria des Saintes-Maries de la Mer, une feria dédiée au cheval, une feria désormais dirigée par une cavalière émérite, Marie-Sara. Un reportage d'Olivier Michel. Le ton est donné. Après 24 années passées dans les mains des frères Jalabert, les arènes des Saintes-Maries de la Mer changent de direction. Ainsi en a décidé la municipalité qui avait lancé un appel d'offres pour une délégation de service public remportée en fin d'année par Marie-Sara. Il fallait du nouveau. Pourquoi du nouveau? Je voulais que la feria du cheval soit axée dans l'arène et hors de l'arène. C'est-à-dire que des animations dans la ville, avec ce qu'on vient d'annoncer, le festival, le salon du livre, des calèches, une nuit gitane, gypsy, etc. Donc aujourd'hui, il faut que la corrida, qui, vous le savez très bien, ne remplissait pas les arènes à 100%, retrouve son âme à travers la fête. Feria, c'est le mot fête. Voilà pourquoi, avec le conseil municipal, on a changé de délégataire. Je suis arrivée, j'avais 4 ans.
Ça a été mon rêve, c'est de vivre ici. Je m'appelle Marie-Sarah, pas pour rien, puisque je m'appelle Sarah parce que ma mère, quand je suis née, est venue me confier à Sarah. Elle était d'origine gitane. Et ça a été toute ma culture depuis mon enfance. Et les Saintes-Maries de la Mer, j'ai rêvé de devenir torero ici. Je suis devenue torero. J'ai vécu ici pendant 15 ans. Et je suis vraiment attachée à ces terres et à ces arènes. Avec le thème Gypsy et Taureau, la Feria du Cheval 2011 sera flamenca. Au programme des spectacles équestres tels que Songe d'une nuit en Camargue ou Gypsy le peuple secret et 2 corridas. Juan Carmona animera la corrida à cheval du 14 juillet où alterneront Andy Cartagena et Leonardo Hernandez devant Ferrarissime des Fuente Imbro. C'était pour moi important de renouveler un petit peu le spectacle et d'apporter du taureau qui bouge, du taureau enracé, du taureau. Et quelquefois, le taureau à cheval était un taureau un peu statique, quelquefois un peu qui bouge pas trop et qui enlève, je crois, à l'effort et au travail du cavalier un peu d'émotion. Autre surprise le 6 août avec un mano a mano flamenco chanté par Diego Carrasco. Au cartel, devant des Alduendo, Javier Condé et pour la première fois, Sébastien Castella. On lui explique d'abord que ça ne sera pas du tout pour l'argent qui viendra, mais par passion. Et je crois Sébastien est un type vraiment, pour ça, généreux. Je crois qu'il a envie, lui aussi, de contribuer à un renouveau, parce que relancer des arènes qui s'étaient, par l'usure, un petit peu éteintes, il sait que la tauromachie, aujourd'hui, a besoin de choses nouvelles. Et je crois que dans cette dynamique-là, il a été très, très, très motivé. Et puis, c'est un amoureux du flamenco aussi, et de la musique. Et tout ça, je crois que ça l'a séduit et qu'il va jouer le jeu. Le tout sera suivi d'une noche flamenca sur le sable tout proche de ces arènes dites de plage. Voilà, il ne reste plus qu'à attendre le mois de juillet et le mois d'août, mais il y aura bien des férias d'ici là et des fêtes, croyez-moi. Prochain rendez-vous avec l'information demain 12h30 pour le Flash Marlène Mec, que vous retrouverez du reste demain soir pour le journal. Merci à tous de l'avoir suivi, à très bientôt, très bonne soirée.